Bon, on va pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue à tous pour un petit talk au sujet de comment connecter son front avec gRPC. Donc, je m'appelle Mohamed Amin Banaï, je suis freelance. Je travaille principalement sur mon petit projet qui s'appelle Voc on Steroid, qui est un dictionnaire personnalisable. On peut se créer des listes de mots pour enrichir son vocabulaire. Et je suis intervenant, c'est-à-dire que je suis professeur dans certaines écoles d'informatique où je vais enseigner principalement les microservices. J'aime beaucoup tout ce qui va être autour de Node.js, donc l'univers JavaScript, et Golang en termes de back. En termes de front, ce sera plutôt du React et du Svelte, Svelte qu'on va pouvoir voir un peu plus en détail aujourd'hui. Au niveau du sommaire, je vais commencer par vous présenter l'application qui va nous servir d'exemple tout au long de ce talk. Ensuite, je vais vous présenter gRPC, qu'est-ce que c'est, quelle est son utilité, ses points forts, et à la fin, on verra également ses petits points faibles. On va pouvoir utiliser SvelteKit, qui est la version SSR de Svelte, pour faire le front. Et tout à la fin, il y aura une petite session de live coding, où on va pouvoir augmenter le service usage, donc le service d'utilisation. Vous verrez directement ce que c'est. J'ai mis le QR code pour le lien du repository, donc complet, avec un petit Docker Compose Up si vous voulez lancer et voir un petit peu comment ça fonctionne. Hop. Également, n'hésitez pas à me poser des questions en plein talk parce qu'avec le stress, etc., je peux parler peut-être un petit peu vite et sauter certaines informations. Donc vraiment, n'hésitez pas, un petit doigt levé et je m'arrêterai pour vous répondre. Donc, présentation succincte de l'application. Ça va être un gestionnaire de tâches, un task manager, qui est la version, je dirais, une petite évolution du to-do. On va avoir donc les tâches. Je vous ai mis l'entité qui aura trois champs: nom, date de rendu, due date et fields, donc champ. Name sera une string, due date sera une date, et le champ sera un objet un peu un any en TypeScript, c'est-à-dire un champ où on peut mettre à peu près n'importe quoi dedans tant que c'est un objet JavaScript. Au travers de gRPC, on pourra avoir le CRUD, basique. On va pouvoir voir également une mise à jour asynchrone via le streaming que va proposer gRPC, et enfin les notifications d'utilisation, pareil au travers du streaming. On va donc pouvoir commencer avec gRPC. Donc gRPC, qu'est-ce que c'est? C'est un framework, un protocole RPC. RPC pour Remote Procedure Call, c'est-à-dire appel de fonction à distance au travers du réseau. Il est bien évidemment moderne, totalement open source et designé entièrement autour de la haute performance. C'est vraiment la grosse utilité, c'est que ça permet des performances accrues par rapport à REST ou à d'autres technologies d'interopérabilité. Il propose une librairie idiomatique dans 11 langages, donc les langages de programmation principaux, et est principalement utilisé au niveau des microservices. Un petit schéma pour bien qu'on comprenne de quoi on parle. Vous allez avoir globalement deux entités, un serveur et un client. Le serveur va pouvoir implémenter des fonctions. Donc ici, l'exemple qu'on a pris, c'est avec getUser, qui va prendre en paramètre un ID et qui va renvoyer un user. Au niveau du client, il va pouvoir instancier un user service, donc se connecter directement au serveur gRPC, et ensuite invoquer les fonctions à distance, directement comme ce qu'on peut voir avec un .getUser. Donc le principe, c'est vraiment simple, on rend disponible des fonctions au travers du réseau. Donc gRPC, en plus de ce qu'on appelle unary call, c'est-à-dire les appels requêtes-réponses directes, va vous proposer du streaming bidirectionnel, donc de client à serveur, de serveur à client, et puis bidirectionnel en même temps, donc streaming du client vers le serveur et en même temps du serveur vers le client. Il est grandement optimisé pour HTTP2, qu'on va pouvoir voir dans la slide juste après. Il permet de faire du versionning, de la compatibilité assez facilement, et inclus directement dans la technologie, vous allez avoir des résolveurs et des load balancers. Donc HTTP2, petit rappel, HTTP1 a été créé en 99, HTTP 1.1, et depuis 99, il n'a pas bougé. Donc le protocole globalement qu'on utilise dans notre navigateur date de 99, et je trouve que c'est un bel exploit en informatique, qui est une science qui évolue très très vite, d'avoir pu garder une technologie aussi longtemps. Malheureusement, elle a certains petits problèmes. Donc en 2015, il y a HTTP2 qui est sorti, qui est globalement beaucoup plus rapide, et surtout qui va nous permettre, au travers d'une seule connexion,
d'avoir un ensemble de streams et chaque stream va avoir un ensemble de frames. C'est-à-dire qu'au travers d'une seule connexion, vous allez pouvoir envoyer plusieurs requêtes et du coup passer outre les étapes de connexion initiale, MTLS, etc. Comme vous avez des streams et des frames au travers de chaque connexion, vous allez pouvoir faire directement au niveau de la connexion HTTP2 de la concurrence, du flow control et du smart proxies. Donc, gRPC, c'est de l'interopérabilité. Il se place donc entre un serveur et un client, ou globalement entre deux serveurs. Il va donc falloir un fichier qui va s'appeler protobuf, qui va être un IDL, donc Interface Definition Language. Ce fichier va définir tout ce que vous allez avoir en entrée et en sortie au niveau de vos serveurs gRPC. Donc vous allez avoir des messages qui vont correspondre aux objets et vous allez avoir des fonctions qui vont être rendues disponibles. Donc c'est vraiment un fichier d'interfaçage qui va permettre de définir au niveau de vos serveurs gRPC qu'est-ce qui va rentrer en données, qu'est-ce qui va sortir en données et quelles fonctions vont être disponibles. À partir de ce fichier protobuf, vous allez pouvoir générer du code donc dans les langages, dans différents langages de programmation. La génération de code, on appelle ça du stub, enfin ça génère des stubs. C'est le terme que je vais employer au travers de cette conférence. Et enfin, c'est au travers de ce fichier protobuf que vous allez pouvoir faire du versionning de vos serveurs gRPC. Petite partie au niveau de gRPC et de protobuf. Normalement, gRPC fait de la sérialisation en binaire. Donc il envoie des paquets de données typés et structurés. Il est évidemment utilisé au niveau du trafic éphémère via le réseau, donc le requêtage, et également au niveau du stockage longue durée. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui utilisent le fichier protobuf comme fichier de modèle, comme fichier d'entité pour leurs données. Donc on retrouve le même schéma que tout à l'heure, avec notre serveur et notre client. Et entre les deux ici, on va avoir un fichier proto. Donc ce fichier, je l'ai bien mis au milieu, parce que gRPC, c'est vraiment de l'interopérabilité. Il va vous permettre à vos différents serveurs de communiquer. À partir de ce fichier proto, on va pouvoir générer donc, des stubs, côté serveur et côté client. Le serveur, évidemment, implémente les fonctions, et le client va pouvoir les utiliser au travers du réseau. Ici, vous avez un exemple très simple d'un fichier proto. Vous allez avoir les messages. Donc le mot-clé message correspond en gros à un objet, globalement. Il va avoir un nom, puis après il va avoir un ensemble de champs. Donc ces champs sont typés, string, int. On peut même mettre un message dans un autre message, c'est-à-dire qu'ici j'aurais pu mettre hello request. Et ils vont également avoir une position. Donc le premier il sera en 1, le second en 2, 3 et ainsi de suite. Le positionnement il a été fait juste pour qu'on puisse changer le nom de notre champ ici et qu'il sache en fait à quoi est-ce qu'il correspond. Hop. Donc au travers de cette conf, pour ne pas vous parler uniquement abstrait et arriver à la fin avec l'exemple un peu massif, je vais vous faire des petits exemples comme ça de l'application que j'ai définie un peu plus haut. Donc au niveau de notre application, hop, ici. Au niveau de la taille, vous voyez bien, c'est cool. Donc au niveau de l'arborescence de mon application, j'ai la partie front, j'ai la partie serveur, et entre les deux, je vais avoir la partie proto. Donc la partie proto va contenir l'ensemble des fichiers protobuf. Ici, vous voyez que j'ai mon proto qui correspond à ma tâche, avec sa version. Et ici, vous avez donc un fichier protobuf complet, tel que j'ai utilisé au travers de l'application. Vous retrouvez donc tout en haut le message tâche, donc task qui correspond à l'objet, avec 3 champs string, name, fields et du date. Il se trouve que j'ai préféré mettre des strings partout, parce que c'était beaucoup plus simple lors du développement, plutôt que mettre des timestamps, etc. Parce que le timestamp de gRPC, c'est en nanosecondes et en microsecondes, je crois. Et du coup, il faut formater au niveau de JavaScript. J'ai préféré passer en string, c'était un petit peu plus simple. Et pareil pour le field, je vais faire un JSON stringify et un JSON.parse de l'autre côté, juste pour des soucis de simplification et pour pouvoir mettre n'importe quoi dans les champs. Au niveau du premier service, task service, vous avez ici l'ensemble des fonctions, donc les fonctions qui sont implémentées côté serveur, qui vont être appellables côté client. Donc on a le CRUD, les listes, les get, les create, les update, les delete, et on a également stream task.
Donc, hop, somme toute, c'est assez simple, c'est vraiment de l'interfaçage. On n'a pas grand chose de plus à dire dessus. Il se trouve que jusqu'à assez récemment, c'était assez lourd de travailler avec des fichiers protobuf. Parce que comme je vous ai expliqué, on a le fichier protobuf. À partir du fichier protobuf, on génère les stubs. Les stubs, il faut les mettre dans le serveur et dans le client. C'est assez long. Et surtout, à chaque fois qu'on fait une modification d'un fichier proto, il faut reprendre tout le processus. Donc il y a une librairie ou un service globalement qui est apparu, qui s'appelle Buff, qui me permet en fait de faire de la configuration par fichier. Donc ici par exemple, au niveau du buff.gen, donc c'est le fichier relatif à la génération de fichiers, à la génération de stubs, je vais pouvoir lui dire quel plugin il va utiliser. Donc par plugin ici, comprenez quel langage, dans quel langage je veux générer mes stubs. Donc ici ça va être protobuf TS pour TypeScript. Et ensuite les deux autres fichiers c'est relatif à Buff, donc c'est relatif au repository, parce que Buff vous permet également d'avoir un repository, ce qui vous permet d'avoir une vision sur l'ensemble de vos services et l'ensemble de vos messages disponibles. Alors, dernier petit truc sur Buff. Buff, automatiquement, lorsque vous allez push sur le repository votre fichier protobuf, il va vous générer les stubs dans différents langages, donc en Node.js et en Golang. Buff est encore en bêta, du coup la génération pour le protobuf TS, donc le plugin que j'ai utilisé, ne fonctionnait pas très bien. Je vais donc le générer en local. Et hop, pour vous montrer très rapidement à quoi correspond une génération de fichiers proto, je vais tout simplement pouvoir faire buff generate. Et ici, dans le dossier gen, il va me créer un fichier TypeScript pour le client et un fichier TypeScript pour le serveur. Ces fichiers, ensuite, je vais devoir les copier-coller au niveau de mes deux API, enfin au niveau de mon serveur et au niveau de mon front. Hop, donc je vais retrouver mes stubs ici. Et au niveau du front, pareil, je vais retrouver mes stubs ici. Alors, forcément, on ne va pas le faire à la main. Donc il y a un petit fichier avec GitHub Action de CI qui va s'occuper de tout ça. Ce qui veut dire qu'au travers de ce repository, si vous mettez à jour le fichier proto et que vous faites un push, il va automatiquement générer les stubs et les mettre au bon endroit. Ok. Petite information, il y a un changement de paradigme qui s'opère quand on passe du REST GraphQL à gRPC. C'est l'orientation en fait de votre architecture d'application. Lorsqu'on fait du REST ou du gRPC, on est orienté vers de la ressource, c'est-à-dire qu'on met à disposition les ressources, le verbage HTTP, tout est fait autour de la ressource. Tandis que quand on fait du gRPC, comme on met en disponibilité des fonctions, on va plutôt être orienté comportement. C'est un petit changement de paradigme de programmation qui est plutôt agréable pour ma part. C'est-à-dire que, bon ça c'est un avis personnel, lorsqu'on développe en REST ou en GraphQL, enfin surtout en REST plutôt, il y a il y a une coupure au niveau du flow du développement puisque on développe en intra-process, on fait des appels de fonctions au travers du process, et puis d'un coup on va faire un gros fetch. On va devoir attendre que la requête aboutisse, on va devoir gérer les headers, etc. Ensuite on va devoir récupérer le JSON, vérifier que le statut de la requête s'est bien passé, tout ça. Donc on a une coupure au niveau du flow de développement, chose qu'on n'a pas en gRPC puisqu'on travaille directement avec des fonctions. Donc en soi c'est comme d'appeler des fonctions en local, sauf qu'on les appelle au travers du réseau. Ok, donc pour la partie gRPC, c'est toutes les explications que je vais vous donner, puis maintenant je vais passer au niveau des implémentations que je vais vous proposer. Le serveur, je l'ai fait avec la technologie Nest.js. Donc le serveur, il n'y a rien de bien compliqué, il implémente simplement les fonctions, il enregistre en base de données, et il récupère les bonnes informations. On va utiliser les events et les observables dans le cadre des streams, pour tout simplement envoyer de la donnée de façon continue. Donc pareil, je vais pouvoir vous montrer à quoi correspond le serveur. Hop, c'est pas là, c'est là. Donc globalement, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le contrôleur.
Donc on va avoir deux contrôleurs, un spécifiquement pour les tâches, un pour l'utilisation. C'est-à-dire qu'on va envoyer des informations en temps réel pour savoir qui utilise l'application et comment, ce qu'il fait dessus. Hop. Donc, bon, Nest.js, je ne vais pas forcément m'étendre dessus. Encore une fois, c'est assez simple. C'est vraiment du contrôleur. On va implémenter au travers des annotations. Donc, on va dire que cette fonction-là correspond au task service. Pour rappel, le task service. Hop. Hop. Le task service que vous voyez ici correspond à ce que vous avez défini au niveau de votre fichier protobuf. Et ensuite, on implémente les fonctions en leur donnant le nom correspondant. Donc ici, la première s'appelle getTask. Elle va prendre en entrée le getTaskRequest et elle va retourner une tâche. On récupère le nom depuis la requête. On demande au service de nous trouver la tâche correspondante et on va renvoyer l'information. Donc c'est du CRUD, c'est vraiment très basique. On ferait à peu près la même chose sur du reste. Là où ça va être spécifique à gRPC, ça va être dans l'utilisation des streams. Donc globalement, il y a deux solutions si on travaille en REST pour faire du temps réel. Ça va être le WebSocket, enfin en REST, donc ça va être le SSE, Server Sent Event, mais c'est unidirectionnel, ou alors de faire du WebSocket, qui est un protocole très lourd. gRPC avec le streaming bidirectionnel va venir se placer entre les deux et nous proposer des implémentations simplifiées du temps réel. Donc, au niveau de la fonction createTask ici, donc pareil à la partie CRUD, juste avant de retourner notre tâche créée, on va utiliser le event emitter. Donc là, c'est en interne au niveau de Nest.js. On va émettre un événement avec un type et la tâche nouvellement créée. Cette tâche nouvellement créée, au niveau de l'event emitter, on va pouvoir ajouter un event listener, et à chaque fois qu'une tâche a été créée, on va pouvoir envoyer la tâche au niveau du stream. Donc en Nest.js, pour implémenter une fonctionnalité de stream, on met le nom de la fonction. Donc si vous regardez à droite, c'est la fonction qui se trouve ici, qui prend un stream task request et qui va retourner un stream de stream task response. Donc il va envoyer plusieurs fois une stream task response. Donc pour ça, on utilise un observable avec un stream.next. Donc à chaque fois que un event avec le nom commençant par tâche va être lancé, on va le récupérer ici et puis on va l'envoyer au travers du stream via un observable. Donc c'est une implémentation rapide et efficace de streaming. Donc on pourrait faire la même chose avec du bidirectionnel. Dans notre cas, nous, on faisait que de l'unidirectionnel. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ok. Donc en somme, l'implémentation du serveur est assez basique. Ce qui va nous intéresser, ce pourquoi on est là aujourd'hui, ça va plutôt être le côté front. Parce que connecter deux API en gRPC, c'est simple. Mais par contre, connecter à un navigateur, ça devient un tout petit peu plus complexe. Donc, rapidement, Svelte. Est-ce que vous connaissez un peu Svelte là dans la salle? Vous pouvez lever la main ceux qui ont travaillé déjà avec Svelte? Ouais. Oh, cool quand même. Donc Svelte, c'est un framework de composants comme Vue et React, donc il nous permet de créer des composants pour le front. Mais la grosse différence de Vue et de React, c'est que Svelte est un compilateur. Donc il nous donne accès à certains outils de syntaxe. Et surtout, il a un procédé de mise à jour du DOM qui est chirurgical. Chirurgical dans le sens d'un tableur Excel où une cellule va être connectée à d'autres cellules, et lorsque une des cellules va être modifiée, c'est que l'arborescence de cette cellule spécifiquement qui va être mise à jour, et pas l'ensemble du DOM. Par rapport à Vue et React, qui font du diffing, donc ils ont un virtual DOM, ils ont le DOM réel, et puis sans arrêt, ils vérifient les différences pour le mettre à jour. Ce qui est très lourd en termes de ressources. Donc les avantages de Svelte, pareil là c'est un peu de l'opinion personnelle. La syntaxe est, je trouve, très simple. On peut créer des stores partagés de façon extrêmement simple et c'est très rapide. Plus rapide que React et Svelte d'après
comment dire, d'après Rich Harris, donc le créateur de Svelte, qui avait fait des comparatifs de rapidité. Je crois qu'il n'y avait que Humber.js qui le battait globalement. Donc voilà. Donc ça c'était pour Svelte, qui est comme React ou Vue. SvelteKit, ça va être la version SSR de Svelte, pour Server Side Rendering. Donc il permet de faire du fail-based routing, et également il va nous donner accès à un serveur Node.js. C'est principalement grâce à ce serveur Node.js qu'on va pouvoir utiliser gRPC pour le web, pour le navigateur. Non, j'en ai pas parlé. Okay. Donc pareil, un schéma de fonctionnement assez basique de SvelteKit. Ici, vous avez un serveur, de l'autre côté, vous avez un client. À ne pas confondre avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, le client, ça va être le navigateur, et le serveur, ça va être le serveur de SvelteKit, spécifiquement pour la génération de pages HTML, les endpoints, les formations, enfin les endpoints, c'est-à-dire les routes auxquelles vous avez accès. Donc là, quand je vais vous parler de serveur, ça va être le serveur de SvelteKit. C'est pas le serveur global, c'est pas le serveur gRPC. Et le client, ça va être le navigateur. Vous allez avoir un hook, donc un fichier hook qui va vous permettre d'intercepter toutes les requêtes qui arrivent du client vers le serveur pour pouvoir injecter de la donnée. Et ensuite, vous allez avoir deux éléments, donc les endpoints, qui seront les requêtes, enfin les routes REST, POST, GET, PUT, DELETE, et les form actions, qui sont un type d'endpoint spécifique au formulaire. Et ensuite, vous avez votre client, qui est de façon, comme React, très classique. Vous allez pouvoir faire des fetch directement sur votre serveur SvelteKit. Donc, pourquoi SvelteKit avec gRPC? Il est impossible de connecter directement un serveur gRPC au navigateur. Parce que l'API fetch que propose le navigateur est limitée. Elle ne donne pas accès à la fenêtre de stream. Vous vous rappelez, quand je vous ai parlé d'HTTP2, on avait connexion, stream et frame. Donc l'API fetch ne donne pas accès au contexte du stream, donc ne permet pas la gestion de gRPC directement. On va donc utiliser le serveur de SvelteKit, donc le serveur Node.js de SvelteKit, pour se connecter à notre serveur gRPC, pour ensuite passer à un protocole REST. On fait donc de la translation de protocole. A noter qu'il est également possible d'utiliser un proxy. Donc au lieu d'utiliser un serveur SSR, vous allez pouvoir mettre un proxy type Envoy. Je crois que c'est que Envoy qui est stable avec la technologie gRPC Web, mais peut-être que Kadi le fait aussi. Et je vous ai mis également un repository vers un autre projet qui utilise du coup Envoy et pas SSR. Hop. Bon, ça je vais passer. Juste pour la logique globale de l'application que je vais vous présenter aujourd'hui, on a notre serveur gRPC qui va communiquer en gRPC avec le serveur de SvelteKit, qui va lui-même communiquer en REST avec notre client, c'est-à-dire notre navigateur. Donc, pour bien comprendre le fonctionnement, je vous ai parlé du hook. Notre hook, ici, dans notre implémentation, va nous permettre d'injecter le client gRPC à nos endpoints. Donc on va instancier une seule fois nos clients, donc on va connecter en gros notre serveur SvelteKit à notre serveur gRPC, on va ouvrir la connexion, et ensuite on va passer les clients au niveau des endpoints, grâce aux locals. Donc ici, le hook, c'est un intercepteur qui va se placer entre la requête du navigateur et la gestion de cette requête au niveau des endpoints. Et donc tout logiquement, on va avoir nos endpoints qui vont pouvoir récupérer grâce aux locals que vous voyez au niveau des paramètres de la fonction. Donc locals qui reprend ce locals ici, où on lui a injecté les clients. Et grâce à ce local, il va pouvoir donc récupérer la donnée envoyée au travers de la requête REST, donc la requête du navigateur, créer l'update task request, qui est juste l'objet qu'on va faire transiter grâce à la fonction updateTask, donc la fonction gRPC. Et ensuite, on va pouvoir faire locals.taskClient.updateTask. UpdateTask, c'est la fonction gRPC, la fonction donc implémentée au niveau de notre serveur. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose d'un peu plus simplifié que du REST. Ça veut dire que si entre mon serveur SvelteKit et mon serveur gRPC du coup, qui était en REST, on devait transiter par du protocole REST.
on devrait refaire une requête, attendre qu'elle se termine, vérifier les headers, vérifier les statuts, etc. Tandis que là, en une seule ligne, de façon transparente, comme si c'était une fonction intra-process, on lui balance la donnée et on récupère la réponse. Donc là, on ne récupère pas de réponse, je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Aussi, SvelteKit va nous permettre, grâce aux formes actions, donc ce sont des endpoints spécifiques au niveau des formulaires, de gérer en fait notre update, nos créations, directement via les formulaires HTML. Donc c'est un outil qui nous permet de tirer pleinement parti de l'HTML, donc avec les required et puis l'affichage des erreurs, grâce à cet outil SvelteKit. Donc il permet bien sûr de gérer les erreurs et puis également il permet un contrôle complet des actions, donc des formulaires. Vous allez pouvoir annuler l'envoi de données, vous allez pouvoir modifier les formes data qui transitent au niveau du serveur SvelteKit et vous allez pouvoir définir précisément qu'est-ce que vous faites en cas de succès ou en cas d'erreur. Hop. Donc maintenant au niveau du code, comment est-ce que SvelteKit se présente? Donc pour introduire le fichier SvelteKit, on va avoir en gros au niveau de l'arborescence 3 dossiers. Lib, qui va contenir l'ensemble des services, l'ensemble des composants et l'ensemble des stubs. Vous allez avoir les routes, qui vont être, grâce au fail-based routing, les routes disponibles au niveau de notre application. Et vous allez avoir les stores, donc les source of truth, partagées au travers de l'application. Je vais utiliser Tailwind et DaisyUI pour la partie graphique. Et voilà. Du coup, on reprend le fichier hook que je vous ai montré tout à l'heure. La logique va être d'instancier la connexion. Donc on va pouvoir définir l'URL du serveur, on va pouvoir créer du SSL ou du insecure. À partir du moment où on est en insecure, on ne met pas de TLS, ben forcément on va être en HTTP 1.1 et on va grandement perdre les avantages performatifs de gRPC. Mais bon, ça marche. Ensuite, on va instancier nos clients et on va pouvoir, au travers de chaque requête, envoyer les clients à nos endpoints. Hop. Ici, vous avez un fichier endpoint, donc avec les routes REST, POST et PUT, qui vont récupérer la donnée de la requête du navigateur, la modifier en données compatibles gRPC, et ensuite envoyer la requête au serveur gRPC. Donc de façon plutôt simple. Ensuite, je vous ai parlé de temps réel. Je vous ai dit que gRPC permettait le streaming bidirectionnel et il va falloir l'implémenter entre le serveur SvelteKit et le navigateur. Donc pour cela, on va utiliser le SSE, donc le Server Sent Event. Vous connaissez tous SSE? Non. Donc SSE, c'est du Server Sent Event. C'est au travers du protocole HTTP, donc pas de WebSocket. On va pouvoir envoyer des informations en continu depuis le serveur vers le client. Donc en gros, on va envoyer du texte, et puis on va pouvoir récupérer ce texte et travailler avec. Ici, vous voyez donc que j'initialise, grâce à la fonction StreamTask, j'initialise ma connexion à mon serveur gRPC. Et ensuite, à chaque fois qu'une nouvelle tâche va être créée, ou à chaque fois qu'une tâche va être mise à jour ou supprimée, je vais recevoir un event. Cet event, il va avoir plusieurs paramètres. Il va avoir l'event type et la tâche en elle-même. Donc à chaque fois que je vais recevoir une réponse, ici, avec le for await message of stream réponse, eh ben, je vais écrire, c'est-à-dire qu'il va envoyer de la donnée au travers du SSE. Donc server sent event, directement à mon navigateur. Pour vous montrer concrètement à quoi est-ce que ça ressemble. Hop. Donc vous voyez ici que j'ai j'ai deux requêtes en pending. Donc c'est mes deux requêtes qui sont en SSE. Et lorsque je vais, par exemple, juste cliquer, je crois que ça marche si je clique. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
lorsque je vais cliquer, donc moi lorsque je clique, j'ai tout un processus qui envoie une information via le SSE. Vous voyez ici qu'il s'est mis en mode event stream, donc il a reconnu grâce au header que cette requête là est de type event stream. Et donc à chaque fois que je vais lui envoyer un message, elle va arriver ici sous forme de string. Je vais donc pouvoir travailler dessus, faire un JSON parse et en fonction de l'événement faire quelque chose, ce que je veux. Donc là, c'est côté serveur. Hop. Côté client, donc ça, c'est un code qui va s'exécuter au niveau du navigateur. Je vais créer un new event source. Donc ça, c'est le navigateur qui nous donne cet outil-là. Et je vais lui donner l'URL. Donc là, task, ça va correspondre très spécifiquement à cette fonction ici. Et ensuite, grâce à la fonction onMessage, à chaque fois que je vais recevoir un message, je vais pouvoir le parse. Et si jamais, au niveau de l'event tape, on est sur du create, il va donc, grâce au store, ajouter une tâche à la liste des tâches du navigateur. Dans le cas d'un update, il va la mettre à jour. Et dans le cas d'un delete, il va la remove. Pour vous montrer l'utilité, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Grâce à ça, en fait, on va pouvoir, en temps réel, sur l'ensemble des navigateurs connectés à cette URL-là, avoir les modifications en temps réel, en fait. Ça veut dire que là, par exemple, si je crée une nouvelle tâche, on va pas être très original. Je vais mettre une date. Et bien sûr, ça marche pas. Classique. Hop. Dans l'autre sens, ça marche. Je pense que c'est juste qu'il a perdu la connexion. Du coup, on a une utilisation en temps réel. Je vais réessayer. Hop. Ce qui fait que tous les navigateurs connectés vont pouvoir avoir les mises à jour en temps réel. C'est ce qu'on attend du coup d'un manager de tâches. Hop. Dernière partie du front que je voulais vous présenter, ça va être les stores. Donc comment en SvelteKit, enfin en Svelte, on peut créer très facilement des stores et les partager au travers de notre application. Donc on a une fonction qui est directement rendue disponible par Svelte Store. On va créer un writable. On peut lui donner un type et une valeur par défaut. Donc là, par défaut, je vais avoir un tableau vide. Et ensuite, je vais pouvoir créer un ensemble de fonctions qui vont venir travailler sur mon store. Là, typiquement, bon, on a les fonctions pour trier. Et ensuite, on a le remove, le add et le update one. Donc, par exemple, le remove, il va prendre mon store, qu'on récupère d'ici, et il va pouvoir l'update. Donc, prendre le store qui était présent. Donc, TS ici, ça correspond au task store actuel. Et il va pouvoir retourner la valeur du nouveau store. Donc, ici, pour le remove, on fait un ts.filter, et puis on supprime l'élément que l'on souhaite supprimer. On peut également, en une seule ligne, comme ça, créer des stores avec des types simples. Donc si on n'a pas besoin d'avoir une spécificité au niveau des fonctions du store, on peut les créer en une seule ligne comme ça, par exemple relative date ou search term, et elles vont être disponibles directement à partir de ce fichier-là, au travers de l'ensemble de mon application. Donc je trouve ça un tout petit peu plus sympathique que les stores React avec les useState, etc. Enfin, c'est un peu plus direct, quoi. Ce store-là, par exemple ici, je récupère où? Hop. Donc je récupère par exemple mon store, on va se concentrer sur relative date qui est un petit peu plus simple. Et mon relative date, voilà. Je vais pouvoir récupérer sa valeur. Je vais pouvoir récupérer sa valeur en mettant le nom de mon store précédé d'un $. Donc comme Svelte est un navigateur, vous allez pouvoir utiliser de la syntaxe comme ça, spécifique à Svelte, que vous ne retrouverez pas dans d'autres langages JavaScript, enfin dans d'autres frameworks JavaScript. Donc quand vous mettez un $ devant
le nom d'un store, il va pouvoir récupérer directement sa valeur. Et va également pouvoir l'update. Donc si je mets $relative-date égale false, il va mettre à jour pour l'ensemble de l'application. Et on va également pouvoir faire des updates comme ça. Ok. Je crois que je vous ai présenté à peu près tout ce que je voulais vous présenter au niveau de SvelteKit. On va pouvoir avancer un tout petit peu. Hop, SSE, donc du coup je vous avais déjà présenté. Ok, donc maintenant, si j'ai le temps, on peut tenter. Du coup, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on peut ajouter une fonctionnalité à ce qui existe déjà. Donc actuellement, ce qui existe, c'est lorsque je clique, donc là, je m'appelle Yoma et là je m'appelle Test. Donc là, lorsque je clique sur une des tâches, j'ai un message qui me dit le nom que je spécifie ici est en train de mettre à jour la tâche. Ce que je vais vouloir faire, c'est ajouter un event type à cet élément-là pour que quand je fasse un remove ou quand je souhaite créer un nouveau field ou quand je souhaite créer une nouvelle tâche, il me dit là, Yoma est en train de créer une nouvelle tâche, Yoma est en train de mettre à jour, etc. Donc pour cela, je vais partir de mon fichier protobuf. Donc ici, mon fichier protobuf. Au niveau de la usage request et usage response, je n'ai que le username. Et le task name. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est ajouter un event type pour pouvoir dire lorsque c'est un create, lorsque c'est un delete, etc. Qu'est-ce qui se passe. Donc je vais commencer par créer une énumération. Donc une énumération classique. Je vais l'appeler event type. Ensuite, je vais lui donner les noms tels que la convention gRPC le propose. Event type click égale 1. Event type create égale 2. Event type update égale 3. Et event type delete va être égal à 4. Cette énumération, je vais pouvoir la retrouver dans l'ensemble de mon code. Donc ce fichier va vraiment faire de l'interfaçage. Et je vais pouvoir utiliser directement cette énumération dans mes stubs côté front, comme dans mes stubs côté back. Donc ici, au niveau de la usage request, je vais ajouter un event type que je vais appeler event type, qui va être égal à 3. Et pareil, au niveau de la réponse, j'ai mis event type, ça va pas être bon. Hop. Donc, par convention, on utilise du snake case au niveau du fichier protobuf. Lors de la génération de stub, il va modifier ce nom et le passer par exemple en camel case pour du JavaScript, le laisser en snake case pour du Python. Donc j'ai mis à jour mon fichier proto, j'ai rien oublié, ok. Je vais pouvoir donc le push pour que la CI automatiquement me régénère mes stubs et me les injecte au bon endroit. Hop. Live. Tac. Change. C'est le proto. Et voilà, j'ai fait une erreur. Ça commence à 0. Hop. Donc là, normalement, je devrais attendre une vingtaine, trentaine de secondes. Et si je fais un... Ah, bien sûr, ça va pas marcher, j'imagine. Et je l'ai pas là, ok. En fait, j'ai du rate limiting au niveau de buff. Et des fois, ça passe pas. Je vais juste vérifier que tout s'est bien passé. Hop.
Yes. Donc je vais pouvoir refaire mon pool. Vous voyez qu'il me récupère bien tous les bons fichiers. Il m'a normalement tout mis à jour. Et je vais pouvoir avancer. Donc au niveau de mon user usage, ici dans mon contrôleur, vous voyez que je retourne une usage response. Grâce à ma CI, il l'a mise à jour. Et on retrouve bien au niveau des stubs mon event type. Comme je vous l'ai dit, il l'a passé en camel case. Donc ici, au niveau de la request, je vais pouvoir récupérer mon event type, l'envoyer au travers de mon event emitter, également le retourner en response, pourquoi pas. Et surtout au niveau de mon stream, je vais pouvoir, là ça se fait automatiquement, je vais pouvoir le retourner au niveau du payload. Donc ici le payload que vous retrouvez à la ligne 34 correspond à ce que vous avez ici. Donc dans mon SSE, côté front, à chaque fois que je vais avoir un événement, je vais avoir ces trois informations: username, task name et event type. En fonction de l'event type, je vais pouvoir envoyer un type de message. Hop. Donc côté front, tac. Hop. Donc côté front ici, je l'avais préparé. Ce que je vais faire, c'est un switch. Ici, je vais pouvoir typer ma data parce que je sais que ça va être un usage response. Et je vais pouvoir faire un switch sur l'event type. Ce qui va être cool, c'est que je vais pouvoir récupérer directement l'event type de mes stubs et pouvoir dire quand c'est un clic, je vais faire ça. Donc en gros, je vais rester simple vu que j'ai pas trop le temps. Je vais juste mettre un toast correspondant au message. Donc dans le cas d'un clic, on va mettre click on. OK. Dans le cas d'un update, je vais reprendre la même chose, je vais dire is updating. Hop. Dans le cas d'un delete, on va pouvoir mettre is deleting. Et enfin, dans le cas d'un... le dernier c'est create, je crois. Is creating a task. Forcément, quand on crée, on ne sait pas encore quel est le nom de la tâche. Je vais rajouter le if browser tout en haut. Surtout si le data name, enfin en fait, si le data username, donc le username qui arrive de la requête est le même que celui du navigateur actuel, forcément ça veut dire que c'est moi-même qui ai envoyé le message, donc j'ai pas envie de l'afficher. Cette ligne ça va juste être pour ça. Tac. Ok. Donc j'ai pu mettre à jour mon code. Je vais relancer mes petits serveurs. Build. Alors le temps que ça se lance, ça ne va pas durer trop longtemps. Bravo. J'imagine qu'on va regarder les questions pour la fin plutôt. J'ai presque fini. Tac, tac. Bon, ça prend un peu de temps. Hop, on va faire ça à la mano. C'est des serveurs. Et bien sûr, ça marche pas. Ouais, évidemment.
Ok, le serveur c'est bon. On va pouvoir lancer le navigateur. Hop. Je vais les mettre côte à côte. Du coup maintenant quand je clique, j'ai mon petit message. Ah bah non, j'ai pas mis les fonctions, je suis trop con. Du coup j'ai oublié bien évidemment de mettre les on-click sur les éléments. Forcément il va rien se passer. Pour aller vite, je vais juste faire le new task. Je pense pas que j'aurai le temps de faire les autres. Tac, ici on va pouvoir faire un usage. Un event type. Hop. Hop, hop. Donc send usage, je vais lui envoyer en premier paramètre l'event type. Donc ce sera un create. Et en second paramètre, je vais lui envoyer un truc vide, parce que forcément, dans le cas de la création d'une nouvelle tâche. Ensuite, ici, ici. Alors j'ai un tout petit bug, je vais relancer mon serveur comme ça. Hop. Et du coup, maintenant, lorsque je crée ma nouvelle tâche, eh ben, bien sûr, ça ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? Bon, de toute façon, c'était sûr que ça allait pas marcher. Du coup, fit. Oh, bon, j'avais tout prévu. Donc j'avais déjà créé la branche avec les bons éléments. On retrouve les fonctions qui reprennent exactement la même chose, hein, send usage, event type. Je vais, il est où? Ok, c'est des serveurs. Bon. Bon, je teste une dernière fois. Et après, je vous laisse tranquille. Hop. Ok. Mot A2. Mot A1. Et là, ça marche. Hop. Du coup, en termes de conclusion, je vais faire très succinctement. gRPC, la mise en place est très complexe. Globalement, qu'on fasse du serveur à serveur ou du serveur vers du front, puisque forcément, il faut une partie intermédiaire. Mais à partir du moment où on a mis en place nos éléments, donc le serveur intermédiaire, une bonne CI ou buff pour bien gérer la régénération des stubs, etc., et ben, le développement se retrouve grandement simplifié, puisqu'on a de l'interfaçage qu'on retrouve dans l'ensemble de nos applications, peu importe le langage, et également on a de la très haute performance. Je vous remercie pour votre attention. Alors, très bonne question. Effectivement, puisqu'on est dans le cadre du gRPC, donc de l'appel de fonction à distance, en fait, non seulement on va pouvoir gérer les erreurs, donc il est où mon petit fichier contrôleur. Donc non seulement on va pouvoir gérer les erreurs, mais on va également pouvoir récupérer la stack trace de nos erreurs grâce à gRPC. Donc il va en fait nous envoyer l'erreur telle qu'elle aurait été dans du intra-process.
Et ensuite, on peut gérer soit en renvoyant du new error, ou en renvoyant du RPC exception. On peut lui mettre un statut, on peut lui mettre la stack trace, on peut lui mettre vraiment beaucoup de choses, notamment des métadonnées. En fait, comme on est dans le cadre d'un appel de fonction à distance, gRPC, la technologie, nous permet de retrouver l'ensemble des fonctionnalités d'appel de fonction intra-process, mais avec le réseau. Bonne question. J'avoue que on va pouvoir lui renvoyer un statut, on va pouvoir envoyer la stack trace. Et au-delà de ça, c'est pas quelque chose que j'ai spécifiquement exploré. Alors une erreur, ça, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, si j'essaye de créer quelque chose qui existe déjà, hop, peu importe. En gros, basiquement, le message d'erreur, il va correspondre à ça. On va avoir le code d'erreur, on va avoir le type, notre code d'erreur, et puis le E11, je crois que ça vient de MongoDB. En gros, on va pouvoir récupérer l'erreur comme ça. Alors, est-ce que j'ai l'exemple au niveau du navigateur? Voilà. Et ici, en fait, vous retrouvez l'erreur, donc ça c'est au niveau de mon serveur Node. Voilà. Ici, vous avez en fait l'objet erreur qui va être transmis au travers de gRPC. On va retrouver l'ensemble de la stack trace, on va rassembler également des métadonnées. Donc les métadonnées, on peut mettre ce qu'on veut dedans, au niveau de l'erreur, donc on peut envoyer ce qu'on veut. Là par exemple, on a la date, on a vraiment beaucoup de choses. Et en fait, c'est totalement libre. Tout ce qu'on ne va pas retrouver dans le format classique que la Nest.js propose grâce à RPC Exception, on va pouvoir envoyer toutes les informations que l'on souhaite dans les métadonnées, au pire. Tu avais parlé du fait que tu étais limité pour buff. Du coup, tu le ferais comment sans buff si jamais tu as... Enfin, quand tu avais buildé en fait, tes proto-buffs, tu as utilisé buff, mais des fois, ça se fait en ligne, c'est ça? Oui. Et du coup, sans ça, tu ferais comment? Ok. Donc en fait, la limitation que moi personnellement j'ai eue, c'était que la génération de stub que propose automatiquement protobuf, buff, pardon, ne fonctionne tout simplement pas. Elle avait une erreur, je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu trop pousser. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait je génère en pseudo local. C'est-à-dire que hop, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le buff generate, hop ici, je retourne dans mes protos. À la main, ce qu'on ferait serait qu'on fait un buff generate. Ensuite ici, au niveau de mon dossier proto, je récupère la génération, donc mes stubs. Task client pour le client et task pour le serveur. Puis je copie-colle dans mes serveurs, puis je les appelle. Ce que j'ai fait en fait au travers de la CI, c'est juste automatiser ce processus-là, hein, rien de bien compliqué. Je fais un buff generate, ensuite je fais un rm-rf de mes stubs et puis je les remplace. Ensuite je refais un push. Bah, merci encore pour m'avoir écouté.